L'environnement est le thème central autour duquel la rédaction a souhaité élaborer ce journal télévisé. Voici donc le dossier spécial protection de la planète. L'été approchant, vous appréciez sûrement les beaux jours qui reviennent. Certains, évidemment, aiment avoir chaud. Mais peut-être bientôt aurez-vous beaucoup trop chaud. Un reportage de Jérémy Opresco. Les rapports actuels donnés par la communauté internationale des scientifiques sont tous unanimes. La planète se réchauffe. Le climat dépend de nombreux facteurs. D'une part, de la quantité d'énergie provenant du Soleil, absorbée ou réfléchie par la Terre. Et d'autre part, de la teneur en gaz à effet de serre et en aérosol de l'atmosphère. Au cours des 100 dernières années, la température moyenne de la planète a augmenté de 0,74 degrés Celsius. À cause de l'activité des hommes, le Grand Nord se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. La température a augmenté de 4 degrés en 50 ans et pourrait grimper de 7 degrés d'ici 100 ans. Les conséquences au niveau climatique se font déjà ressentir. Multiplication des inondations, tornades, sécheresses, montée des eaux, aucune nation n'est épargnée. Devant un tel constat, nous sommes allés à la rencontre d'une scientifique pour avoir un point de vue éclairé sur ce sujet. Quelles preuves scientifiques avons-nous que le réchauffement de la planète est en marche ? Alors un scientifique, avant tout, évidemment, a besoin de preuves pour pouvoir conclure un réchauffement climatique. Ce n'est pas suite à la canicule de l'année 2003 que les scientifiques ont conclu à un tel phénomène. Alors si je parle de la canicule de l'année 2003, c'est tout simplement parce que c'est la canicule qui a été énormément médiatisée, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, et plus précisément, si on se base sur les relevés de température depuis l'année 1860 jusqu'à nos jours, on s'aperçoit tout simplement que la température a évolué de 0,8 degrés Celsius. Quels changements majeurs allons-nous connaître dans les prochaines décennies ? Ces changements, on les observe déjà, puisqu'il s'agit déjà de fonte des glaciers. Évidemment, ce phénomène va être accentué de par ce réchauffement climatique, par une augmentation des eaux, des mers et des océans. Alors, ça reste évidemment un des scénarios possibles. Il est évident que s'il y a une réelle prise de conscience de la part des citoyens, on ne parlera plus de ces scénarios-là. Il est donc de notre ressort de prendre conscience des risques que nous faisons encourir à la planète Terre, et surtout qu'il est urgent d'agir. Même si depuis quelques années, nos côtes sont épargnées, le procès total est là pour nous rappeler que le danger des marées noires est loin d'être écarté. Un sujet traité par Morgane Boelier-Allegrini. Bonjour, je vais vous parler des marées noires, un événement dramatique. La marée noire est le déversement en mer de grandes quantités de produits pétroliers qui, en atteignant les côtes, s'accumulent sur les plages et provoquent la mort de la flore et de la faune, notamment des oiseaux marins qui se trouvent englués dans le pétrole. Ces dernières décennies, plusieurs tragédies ont marqué les esprits. Le 3 juin 1979, la plateforme de forage X-Stock 1 explose. Entre 470 000 et 1 500 000 tonnes s'échappe, le tiers brûle, provoquant une vaste pollution atmosphérique. Pendant la guerre du Golfe, en 1991, près de 900 000 tonnes d'hydrocarbures se déversent en mer. Le 12 décembre 1999, au large des côtes du Finistère, le pétrolier Erika coule. 30 000 tonnes de fioul lourd de type 2 se déversent en mer et souillent le littoral. Dernier drame en date, le 19 novembre 2002, le Prestige sombre. Jusqu'à 70 000 tonnes de fioul soulent les côtes espagnoles et le littoral atlantique français. Les marées noires naissent en quelque sorte à cause d'un pétrolier qui s'échoue, coule, explose ou rentre en contact avec un objet, rocher, autre pétrolier, autre bateau. Et l'hydrocarbure se déverse dans la mer. Les conséquences sont forcément tragiques, car plusieurs animaux, poissons et oiseaux, sont englués dans l'hydrocarbure, et certains tombent malades, comme les coquillages, et finissent par mourir, tout comme les algues et autres plantes sous-marines. La menace noire est donc une question sérieuse. Dans le sujet qui suit, nos jeunes reporters se sont posé la question suivante. L'homme restera-t-il le dernier prédateur ? Un reportage de Aude Juglar et Sophie Gérard-Pichou. Nous avons tous un animal préféré. Le tigre féroce et puissant, le panda au regard si doux. Mais ces animaux sont menacés de disparition. Des milliers d'autres espèces,
depuis les insectes jusqu'aux baleines, sont aussi menacés, ainsi que certains arbres rares et bien d'autres plantes. Le nombre des habitants naturels de la planète bleue diminue chaque jour à cause des activités des hommes et du réchauffement climatique. Ainsi, les forêts tropicales étaient les réserves de vie sauvage. D'énormes superficies comme en Amazonie ont été abattues pour utiliser le bois et cultiver la terre. Plus de la moitié des forêts tropicales ont été détruites au cours du XXe siècle et cette destruction se poursuit à un rythme terrifiant. De même, les espèces marines ne sont pas à l'abri des chasseurs. Le plus grand danger, pour eux, sont les immenses filets des bateaux de pêche qui raclent le fond des mers et capturent tous les êtres vivants pour ensuite rejeter à la mer ceux qui sont inutilisables. Mais ils les rejettent morts. Les filets dérivants piègent les dauphins et les tortues protégées qui vont ainsi se noyer. La terre et les mers sont gravement polluées. Les marées noires et les dégazages de bateaux tuent faune et flore. Les rivières transportent sur des centaines de kilomètres les déchets toxiques que déversent les usines. Les pesticides sont absorbés par tous les animaux jusqu'au bout de la chaîne alimentaire. Et là, c'est l'homme qui est en danger car il est le dernier prédateur. La biodiversité est-elle menacée dans notre région ? Je peux vous en donner 2 exemples. Alors, un très connu, c'est la tortue des morts. La tortue des morts est la seule tortue terrestre en France et son habitat se réduit au massif des Morts et à la Corse. Son habitat est de plus en plus détruit, alors par l'urbanisation, aussi par les feux de forêt qui sont importants dans nos régions et aussi par le prélèvement du public qui pense que c'est un animal domestique. Le deuxième exemple, c'est le puffin cendré, dont l'habitat dans notre région, ce sont les îles d'Hyères et de Marseille. Alors cet oiseau marin disparaît aussi, toujours à cause de son habitat qui est menacé, à cause du tourisme, à cause de l'urbanisation, à cause de la pollution des eaux qui va le faire mourir et aussi à cause de l'introduction accidentelle par l'homme de prédateurs comme le chat et le rat sur ces îles qui n'y étaient pas auparavant. Que peut-on faire à notre niveau ? À notre niveau, ce qui est très important, c'est cesser les prélèvements, par exemple pour les tortues, et puis bien respecter les habitats de tous ces animaux. Et puis à l'échelle globale, c'est vraiment de préserver leur habitat en aménageant les territoires qui sont habités par l'homme, de façon à ce que toutes les espèces puissent s'y maintenir et prospérer. Les raisons de sauver les plantes et les animaux sont nombreuses. Le plaisir, la beauté, l'utilité de certaines plantes. Il faut considérer la nature dans son ensemble comme un système où chaque plante, chaque animal a sa place et son rôle à jouer. Chacun a une responsabilité dans le sauvetage de la nature. Le poumon de la planète est malade. On détruit l'Amazonie et bien d'autres forêts aussi. Quelles sont les conséquences de cette déforestation sur notre Terre ? Le dernier reportage de votre dossier environnement vous est proposé par messieurs Jean-Luc Émorine et Cédric Gamblin. Chaque année, sur Terre, c'est l'équivalent de toute la forêt française qui disparaît. La déforestation touche surtout les forêts tropicales. Ses conséquences sont terribles. Au niveau global, d'abord, la déforestation accentue encore davantage l'effet de serre. Au niveau local, les conséquences sont déjà catastrophiques. Les sols, privés de leur végétation, deviennent mortels, entraînant glissement de terrain, avalanches, coulées de boue, inondations. L'eau, sans le filtre végétal, n'est plus potable. Les maladies se développent, la faune disparaît, la famine frappe. Au XXe siècle, 90 tribus indigènes ont disparu. Certains parlent de génocide. Il est vrai que l'homme moderne aime couper les arbres. Son agriculture, ses exploitations minières, ses villes, ses routes, ses barrages, son tourisme, son chauffage, ses maisons, ses meubles, son papier, ses guerres. Mais c'est donc bien à l'homme moderne, à nous, d'agir. Nous pouvons faire respecter les lois qui protègent les espèces menacées, aider les pays pauvres à utiliser d'autres formes d'énergie que le bois de chauffage. Nous pouvons gérer la forêt de manière durable, pratiquer un tourisme responsable. Nous pouvons recycler notre bois abîmé. Nous pouvons économiser notre papier. Nous sommes tous responsables et nous sommes tous concernés et par des gestes simples, nous pouvons tous agir.